communes, départements, régions, mais aussi établissements publics, hôpitaux, associations subventionnées ou même entreprises publiques locales. Le champ de contrôle d'une chambre régionale des comptes est vaste et consiste à contrôler le bon usage de l'argent public, la fiabilité des comptes, l'analyse financière, la gestion des ressources humaines, le marché également de la commande publique. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ça, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La phrase est d'ailleurs inscrite au fronton de la grande chambre de la Cour des comptes à Paris, car au-delà des questions techniques et financières, contrôler la bonne tenue et la sincérité des comptes d'une collectivité, c'est s'assurer en bout de chaîne que les services publics sont correctement rendus. Dans le détail et pour la zone Antilles-Guyane, c'est la chambre régionale et territoriale des comptes des Antilles et de la Guyane qui est basée en Guadeloupe, qui est compétente. Son président Pierre Grimaud est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pierre Grimaud, vous êtes en poste depuis quelques mois, depuis le mois de septembre, et vous êtes en Guyane en ce moment pour notamment assister à l'audience de rentrée du tribunal administratif de Guyane. Ça, ce sera demain. On va directement rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais d'abord vous faire réagir à ce que nous avait dit un de vos prédécesseurs, Yves Colcombé. C'était en 2021. On l'écoute puis on revient. Si on emploie des personnes sans qu'il y ait une nécessité rigoureuse de compétences, d'exécution de services prévus, et dans ce cas, on est dans le discrétionnaire. Ça veut dire qu'il y aura des personnes choisies, intuitu personnellement, qui vont être embauchées, pas d'autres. Et donc la vocation d'une collectivité, c'est pas d'embaucher toute la population pour en faire des fonctionnaires. C'est fait pour accomplir un service. Et souvent, justement, l'argument de paix sociale nous est renvoyé en disant mais en faisant ça, on crée la paix sociale. C'est totalement faux d'ailleurs. Les embauches ne créent pas la paix sociale. Ce qui crée la paix sociale, c'est que toute la population puisse disposer des services publics de base auxquels ils ont droit. Et en général, quand les collectivités se laissent aller à des dépenses, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, les services publics, eux, ne sont pas exécutés puisqu'on a dépensé l'argent à autre chose. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent à des personnes et du coup, pour accomplir les services, on n'a plus l'argent et on n'a même pas les moyens d'ailleurs. Et donc, on va solliciter des entreprises qu'on ne va pas payer. Voilà donc Yves Colcombé, ancien président de la Chambre régionale et territoriale des comptes des Antilles et de la Guyane. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous faire écouter cet extrait, Pierre Grimaud ? Déjà pour savoir un petit peu comment la situation a évolué depuis 3 ans, depuis 2021. On sait bien, surtout pour les communes, à quel point il y a parfois des charges de fonctionnement et surtout de personnel, on vient de l'entendre, qui ne sont pas maîtrisées. Est-ce que voilà, finalement, ce qu'Yves Colcombé disait il y a 3 ans est toujours d'actualité, Pierre Grimaud ? Alors heureusement, j'interviens 3 ans après, donc ce qui veut dire que de l'eau a coulé sous les ponts, oui. Et qu'a priori, le constat que la Chambre fait, après avoir publié une synthèse d'analyse financière sur l'ensemble des collectivités du ressort, donc Guyane et Antilles, que globalement, la situation semble s'améliorer. Il y a toujours une difficulté au niveau des charges de personnel, et donc effectivement, on a ce point noir qui pèse sur les finances de la collectivité, mais pour autant, on semble apercevoir que du niveau des recettes, l'octroi de mer fait son office et le soutien de l'État est toujours présent, puisque malheureusement, les impôts directs, tout ce qui est taxes professionnelles, tout ce qui est taxes sur les propriétés bâties est limité. Quand on regarde un petit peu dans le détail et pour dresser un panorama un petit peu général finalement de la situation, est-ce qu'on retrouve à peu près les mêmes choses selon qu'on soit en Guyane, Martinique, Guadeloupe et sur la question collectivité, grande collectivité, la CTG évidemment ici en Guyane et les communes? Est-ce qu'il y a un fil conducteur, on va dire, dans l'analyse un peu financière qu'on peut faire des collectivités? Alors effectivement, on retrouve grosso modo les grandes lignes de force que je viens d'évoquer, aussi bien en Guyane qu'en Martinique et qu'en Guadeloupe. Et même au-delà de l'arc caribéen, aussi dans tout ce qui est océan Indien, Réunion et Mayotte. Donc c'est assez quelque chose qu'on retrouve assez bien. Alors j'aimerais qu'on profite de votre présence pour revenir, vous avez commencé à en parler, revenir sur cette synthèse régionale que vous avez publiée au mois de décembre, synthèse sur la situation financière des collectivités territoriales et de leur établissement public en Guyane, Guadeloupe et Martinique. Je vous cite quand même, parce que c'est important de le faire directement. Situation de sureffectif, recrutement excessif déconnecté des besoins, défaut d'organisation, etc. Je vais pas tout citer parce que la liste, elle est quand même longue. Tous ces points-là demeurent et restreignent considérablement les marges de manœuvre. Comment est-ce que vous expliquez ça, Pierre Grimaud? C'est quoi? C'est un manque de compétences dans les collectivités ou bien ce sont simplement de mauvaises habitudes budgétaires qui continuent encore aujourd'hui d'exister? Je pense que mon prédécesseur avait parfaitement résumé les choses et
les raisons qu'il avait invoquées pour avoir des dépenses de personnel importantes demeurent. Pour autant, on s'aperçoit qu'un certain nombre de collectivités, aussi en Guyane ou ailleurs, font des efforts pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires et puis justement pour pouvoir rendre un service public que le citoyen attend ou faire les investissements pour l'avenir. Alors, c'est un processus long, puisque quand on a des dépenses de personnel importantes, elles sont là pendant toute la durée que les gens soient là, donc c'est-à-dire une bonne trentaine d'années. Et les ressources, peut-être, vont et viennent de façon un peu plus irrégulièrement. Donc, c'est un processus lent, mais en tout cas, moi, j'ai constaté que sur les années depuis 2021, un certain nombre de collectivités sortaient de leur plan de redressement, c'est-à-dire qu'il y avait des situations financières, budgétairement parlant, qui s'amélioraient. Donc, il peut avoir un peu de positif dans l'avenir. Il faut regarder les choses sur le temps long. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle votre synthèse régionale, elle s'intéresse aux évolutions qui ont été faites entre 2017 et 2024. Le faire année après année, ça n'a peut-être pas forcément trop de sens. Non, ça n'a pas de sens parce que d'une année sur l'autre, par exemple, comparer 2020 à 2019 ou 2021 à 2020 ou 2019, vous avez une situation particulière qui a été créée. Non, il faut faire quelque chose sur le temps long pour voir la dynamique qui a été impulsée par les décideurs locaux. Et on s'aperçoit que c'est pas toujours évident de sortir de difficultés financières du jour au lendemain. Donc il faut vraiment regarder la tendance et la tendance qui est marquée par telle ou telle. Et encourager quand elle va dans le bon sens. Oui, et point important, et je pense que c'est, pardon, excusez-moi, c'est important de le préciser dès maintenant, quand on parle de finances publiques, on pense tous instinctivement à celle de l'État, on connaît la situation de déficit budgétaire actuelle de la France, mais, et c'est important de le dire, une collectivité n'a pas le droit, c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio, Pierre Grimaud, une collectivité n'a pas le droit d'être en déficit, son budget doit être forcément équilibré. C'est ce que prévoient les textes, effectivement, le budget doit être voté en équilibre réel, c'est-à-dire que les dépenses ne doivent pas être sous-estimées et les recettes surestimées. Donc après, c'est au préfet d'apprécier si effectivement ça a été voté en équilibre réel et s'il estime que ce n'est pas le cas, de nous saisir. Et là, nous intervenons sur notre compétence budgétaire pour rendre un avis. C'est ça qu'on appelle la sincérité budgétaire des collectivités ? C'est ça qu'on appelle la sincérité budgétaire, c'est effectivement ça. Voter un budget en équilibre réel, et donc ce qui veut dire évaluer de manière sincère tant les recettes que les dépenses. Alors le bilan un petit peu général que vous faites, en tout cas qu'on peut lire dans cette synthèse, c'est que depuis 2017, meilleure situation financière des grandes collectivités, on pense évidemment ici en Guyane à la CTG, mais fragilité pour beaucoup de communes. Elle vient d'où cette différence entre grandes collectivités et communes, Pierre Grimaud ? Elle vient sur la structure budgétaire, c'est-à-dire sur la structure des dépenses, mais surtout sur la structure des recettes. Les grandes collectivités reçoivent pas mal de l'octroi de mer. Une grosse partie de l'octroi de mer sont effectivement aidées, mais aussi l'octroi de mer qui est très important et moins important pour les autres collectivités. Voilà, donc c'est surtout ça qui marque la différence entre ces grandes collectivités et plutôt les communes. En 2019, il y avait 37 structures publiques locales qui étaient placées sous plan de redressement. 37, fin 2023, 21 sont sorties du plan, 12 nouvelles sont entrées dans le dispositif. Sur le cas précis de la Guyane, Pierre Grimaud, est-ce que vous notez une amélioration ou pas sur la question communale ? Alors, il y a une amélioration. On a traité 6 cas de plan de redressement en 2024. Une commune est sortie, Saül, et d'autres restent encore, mais des améliorations sont notées sur un certain nombre, Kourou, mais d'autres ont toujours des difficultés à suivre le plan de redressement, notamment. Voilà. Donc, il y a une amélioration, puisqu'on a quand même une collectivité qui est sortie, mais on verra si 2025 et surtout 2026, année électorale, consolide ou pas la tendance que j'ai dressée sur le fait que petit à petit les collectivités sortent de leur plan de redressement. On va peut-être rappeler d'ailleurs un plan de redressement, ce que c'est, Pierre Grimaud. Alors un plan de redressement, pourquoi ? Lorsque le préfet saisit la Chambre régionale des comptes et qu'on s'aperçoit que le déséquilibre budgétaire est trop important pour être réglé sur l'année, la Chambre propose de le régler sur plusieurs années. Voilà. Et donc on demande après au préfet de nous saisir chaque année pour qu'on vérifie si la trajectoire que la Chambre a fixée pour le rétablissement de cet équilibre est suivi. Suivi de manière stricte ou suivi dans une tendance qui peut arriver. Ça veut dire que la tendance est la bonne, mais elle prendra un peu plus de temps, ou pas suivi du tout. Et à chaque fois, dès lors qu'on considère qu'une collectivité s'éloigne de la tendance, on le rappelle et on refixe un plan de redressement. Voilà.
Ce plan de redressement, finalement, il comprend quoi? C'est quoi, une augmentation des impôts locaux, une réduction des charges? C'est à peu près tout le temps la même chose ou pas, selon les cas? Alors, en fait, nous ne pouvons proposer des plans de redressement que pour des mesures que seules les collectivités peuvent prendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire dans notre plan de redressement, l'État va vous donner telle subvention. C'est pas possible. Ce qui veut dire qu'effectivement, les collectivités doivent jouer sur leurs dépenses et sur leurs recettes. Sur leurs recettes, c'est effectivement augmenter les impôts ou le montant des coûts des services, enfin des prix des services publics, ou sur leurs dépenses, c'est-à-dire faire en sorte que lorsqu'il y a des dépenses en retraite, pas les remplacer, ou je sais que la fête était quelque chose d'important ici, s'interroger sur le montant important des budgets fêtes et cérémonies dans la mesure où on a un déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assurer un certain nombre de services publics locaux qui sont assez importants. Voilà, ça c'est un choix politique qui n'appartient pas à la Chambre, sauf qu'elle le fait dans ses avis, où elle propose, après c'est au préfet d'arrêter le budget. Oui, parce que, et c'est la question justement que j'allais vous poser, est-ce que vous pouvez avoir un avis finalement sur la gestion politique d'un budget d'une commune selon telle ou telle majorité? Évidemment, il y aura des choix qui seront différents. Alors nous, ce qu'on considère, c'est l'équilibre budgétaire. Oui, voilà. Donc, peu importe la couleur politique de la collectivité, nous, on considère un équilibre budgétaire. On s'aperçoit qu'il peut y avoir des marges de manœuvre en dépenses. Donc nous, on propose de mettre un certain nombre de budgets à zéro ou de réduire tel ou tel budget. Donc on fixe une trajectoire. Donc on considère que par exemple sur les dépenses de personnel, je dis n'importe quoi, vous avez 1 million en 2024, on souhaiterait qu'en 2025, il y ait 950 000 euros. Donc ça, c'est la trajectoire qu'on fixe. Mais encore une fois, nous sommes bien sur un avis budgétaire. Le préfet arrêtera le budget, mais une fois que le préfet a arrêté le budget, la collectivité retrouve son pouvoir budgétaire. Donc c'est à elle de décider ce qu'elle souhaite faire. Après, le juge de paix, entre guillemets, ça sera le citoyen électeur. Est-ce que, majoritairement, vous avez l'impression que le citoyen, l'électeur, s'intéresse suffisamment à ces questions-là? Pierre Grimaud, je sais bien que vous n'êtes peut-être pas dans votre rôle pour parler de ce sujet-là, mais c'est aussi intéressant d'avoir votre avis sur notre capacité un petit peu collective à nous intéresser à toutes ces questions-là, parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui sont complexes et techniques, et parfois, en tant que simple citoyen, on peut se sentir un petit peu perdu face à toutes ces questions. Alors, notre mission première et notre destinataire final, vous l'avez rappelé avec l'article 15, c'est bien le citoyen. Donc nos rapports sont faits pour l'éclairer sur la gestion publique de la collectivité, des collectivités dans lesquelles il est. Alors on n'est pas dupe, on n'est pas le seul déterminant du choix politique au sens noble du terme du citoyen. Mais on essaye dans la mesure du possible de rendre nos rapports, de toute façon tous nos rapports sont publics, de les rendre les plus clairs possible, parce qu'on sait très bien que c'est quand même une matière un peu délicate. Donc pour nous, et pour moi clairement, c'est faire en sorte que le citoyen ait une meilleure connaissance de la gestion publique locale. Après, ça s'arrête là. Donc on ne peut pas être dans les consciences de chacun, chacune, et chacun fera ses choix en fonction de ses besoins, de ses intérêts et autres. Oui, j'ai quand même l'impression que vos avis et vos rapports, le moment où on en entend le plus parler, c'est quand même en période électorale, quand il y a les listes d'opposition finalement qui parlent de ce que vous avez écrit pour venir un petit peu tacler la majorité. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le débat soit suscité par nos rapports. Oui. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Et que des réponses, d'une manière ou d'une autre, soient apportées. Pour que, justement, le débat, c'est quand même consubstantiel de la démocratie, permettre aux citoyens de se faire une idée. Bon, ce qui veut dire que le citoyen doit aussi, et c'est là où la difficulté existe, agir en citoyen, c'est-à-dire se préoccuper, être proactif, essayer de comprendre un certain nombre de choses, parce que tous nos rapports sont publics, ils sont sur les sites de la Cour des comptes, il suffit d'aller sur Google, désolé pour la pub, et de taper le nom de sa commune et voir si la Chambre régionale des comptes a rendu un rapport. Bon, vous l'avez dit, on a à peu près 500 collectivités publiques sur le ressort de la Chambre, autant dire que toutes n'ont pas été contrôlées, et donc il n'est pas évident que vous trouviez un rapport. Mais bon, on ne sait jamais, sur les grandes communes de la Guyane, ça a été fait. Pour revenir sur la question des communes, Pierre Grimaud, et sur cette relative amélioration, on va dire, que vous notez avec ces communes qui sont sorties de leur plan de redressement, vous mettez en avant surtout deux facteurs pour expliquer cette amélioration-là. Le dynamisme, vous en avez un petit peu parlé, le dynamisme des produits de l'octroi de mer et les dotations de l'État. Du coup, et surtout, vous m'arrêtez si je me trompe, mais les problèmes structurels, ils ne sont pas réglés. Alors, le problème structurel, ces recettes, normalement, l'octroi de mer jusqu'à preuve du contraire, est là pour durer, donc il permettra de stabiliser une partie importante des recettes. Par exemple, sur les budgets communaux, mais je dis ça en moyenne, c'est à peu près 50%. 50% des recettes d'un budget communal,
c'est l'octroi de mer. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Les dotations de l'État, elles sont là normalement de façon... Enfin, tout ce qui est dotation globale de fonctionnement, elle est là tous les ans. Et il y a d'autres subventions qui viennent en plus. Ça permet peut-être aux collectivités de petit à petit se réinscrire dans une démarche vertueuse. C'est ça que ça permet. D'accord. Voilà. À charge pour effectivement, pour les collectivités, de passer un certain nombre de caps de dépenses de personnel et d'anticiper lorsque c'est possible, lorsqu'il y a départ en retraite, de permettre de ne pas de pas renouveler les emplois et donc de permettre de lisser au fur et à mesure ces dépenses. Et du coup, d'après ce que vous constatez, majoritairement, les problèmes, ils se situent plutôt du côté des dépenses ou du côté des recettes pour le cas précis des communes? Bon, pour les communes, c'est plutôt le cas des dépenses dans la mesure où on a une structure des recettes qui est assez faible. En tout cas, si jamais l'État, pour X raisons, et je ne parle qu'en mon nom, je ne peux pas me prononcer pour l'État, avait des difficultés financières que l'on connaît, décider d'être un peu plus regardant sur les subventions, ça veut dire que de l'autre côté, les collectivités devraient améliorer toute la partie imposition. Or, octroi de mer, est-ce que la masse taxable, est-ce que l'assiette taxable est assez importante pour ce faire? Oui, on sait bien à quel point en ce moment les débats ils sont houleux concernant la question de l'octroi de mer. Très concrètement, là, si aujourd'hui on le retire aux communes, la situation financière, elle sera impossible à tenir. C'est impossible à tenir pour l'ensemble des collectivités anti-Guyane et autres. Oui, parce qu'en plus, quand on regarde l'évolution des recettes d'octroi de mer dans les communes depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on voit bien à quel point ça a considérablement augmenté. L'octroi de mer, c'est un impôt de consommation. Donc, plus vous consommez, plus vous souhaitez importer et plus vous avez de recettes. Oui. Donc, la question que pose l'octroi de mer, c'est quel type de consommation on veut localement. Donc, voilà. Et après, c'est pas à moi de répondre à cette question. C'est une autre question politique. Oui. Mais bon, nous, on observe que l'octroi de mer a une place importante. Vos relations, Pierre Grimaud, avec les élus, comment est-ce que ça se passe? Vous êtes là quand même pour parfois et souvent relever des irrégularités, on va dire. Est-ce que les élus vous craignent en quelque sorte? Alors j'ai eu l'occasion, lorsque j'ai fait ma rentrée, c'est-à-dire en octobre quand j'étais installé, de citer effectivement un article de journal qui disait que les élus nous craignaient. On n'est pas là pour être craints. Nous, on est là pour faire passer un certain nombre de messages et que justement ces messages soient compris, intégrés et suivi. Voilà. Et si on suit l'histoire aujourd'hui, manifestement, de plus en plus, on est entendu. Et j'ai l'impression, en tout cas, je souhaiterais que ça soit ça, que maintenant, l'équilibre budgétaire soit considéré comme quelque chose d'important pour un élu. Chose qui, si on se réfère à ce que disait mon prédécesseur, n'était pas forcément à l'ordre du jour. Donc, ce qui serait intéressant de voir si les collectivités qui sont venues à l'équilibre, est-ce qu'elles en feront un argument électoral? Et si oui, est-ce que les élus qui seront allés dans cette voie auront les suffrages de leurs concitoyens? Et autre point que vous abordez dans votre synthèse, c'est le fait que des communes parfois ne suivent pas les recommandations et les mesures de redressement de la Chambre, voire prennent le contre-pied de celle-ci. Est-ce que ça se passe régulièrement ici en Guyane d'avoir des communes qui ne jouent pas le jeu et qui ne suivent pas les avis que vous pouvez faire? Alors, ne joue pas le jeu, ça sous-entendrait qu'elles prennent systématiquement et volontairement le contre-pied de ce qu'on leur dit. Oui, vous avez compris le sens de ma question. Voilà, donc pour moi, je pense qu'il y a ces collectivités qui ont vraiment de très grosses difficultés et pour lesquelles ça va être très difficile de suivre le plan de redressement. D'ailleurs, c'est quand on fait des plans de redressement qui dépassent 3 à 5 ans, c'est que la Chambre constate qu'il y a vraiment quasiment une impossibilité à retrouver l'équilibre. Pour autant, la mission légale que le législateur nous a confiée, c'est de proposer un plan de redressement pour que la collectivité retrouve un équilibre budgétaire. Donc nous, on s'inscrit dans cette règle-là. On ne peut pas s'en écarter. Je parlais tout à l'heure de votre champ de compétences, votre champ de contrôle, qui est quand même assez considérable. Est-ce que vous êtes assez nombreux? Est-ce qu'il y a assez de magistrats, de personnel de votre côté pour contrôler le mieux possible toutes les structures? Alors, je vous répondrai que non. On est 7 magistrats en effectif plein. Territoire d'outre-mer, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de taux de rotation, donc on n'est jamais à l'effectif plein. On a une quinzaine de vérificateurs, puisqu'on marche avec une équipe de contrôle, c'est un magistrat et des vérificateurs. Là, c'est pareil, mais le champ de contrôle, il est certes important du nombre de collectivités qu'on contrôle, mais il est aussi sur un territoire étendu. Partir de la Guadeloupe pour contrôler une collectivité de Guyane, ça prend du temps. Voilà.
Donc on ne peut pas être partout au même endroit. Et donc oui, effectivement, ça serait bien d'avoir un peu plus de monde, mais c'est pareil sur les autres chambres régionales des comptes. Quand vous avez sur la région parisienne, vous avez 11 millions de personnes, vous avez la situation qu'elle est. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir s'il y a assez de monde ? Bon, on essaye de faire en sorte de pouvoir informer le citoyen du mieux possible en fonction des forces qu'on a. Oui, parce que commune, région, il y a aussi, on n'en a pas parlé, j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots, les EPCI, la situation des EPCI guyanais, c'est quoi ? Voilà, même question que tout à l'heure, quand on regarde l'évolution de leur situation depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est plutôt une bonne situation. On a quand même un EPCI en plan de redressement, donc c'est la communauté de communes de l'Est guyanais. Oui. Voilà. Ouais, ça fait longtemps que la situation est problématique. Voilà. Et effectivement, elle a l'air de pas trop s'améliorer non plus. Donc, on peut se référer effectivement à l'ensemble des avis qu'on rend, parce que je vous rappelle encore une fois, c'est public. Mais dans l'ensemble, c'est le seul PCI qu'on a en plan de redressement. Tout le monde connaît, Pierre Grimaud, les difficultés du territoire, le rattrapage à faire sur les infrastructures, le développement aussi d'un certain nombre de services. Est-ce que dans vos avis, dans vos approches, vous pouvez en tenir compte ou pas du tout finalement ? Alors non, un avis budgétaire, c'est un avis budgétaire. C'est-à-dire qu'il est strictement limité à la finalité de rétablir l'équilibre budgétaire. Par contre, quand on fait un contrôle des comptes et de la gestion, ça c'est la grande compétence que nous avons. Là, la Chambre peut se poser un certain nombre de questions sur les situations financières, sur l'état des investissements et autres questions qu'on peut se poser. C'est plutôt dans les rapports de gestion qu'on se pose ce genre de questions. Il y a la question de la gestion des comptes dont on parle depuis tout à l'heure. Après, il y a celle de la comptabilité. Est-ce que la comptabilité des collectivités, finalement, elle est majoritairement bien faite ici en Guyane, Pierre Grimaud ? La question de la fiabilité des comptes dans les Antilles Guyanes est un vrai problème. Alors déjà, la fiabilité des comptes, c'est-à-dire qu'en fait, les collectivités suivent des instructions comptables qui fixent un certain nombre de principes et qui disent que les comptes doivent être mouvementés d'une certaine façon et doivent contenir un certain nombre d'informations. D'accord. Typiquement, vous avez un patrimoine. Donc vous avez des immobilisations qui vous appartiennent. Le maire doit avoir un état de son patrimoine et le comptable public, puisqu'il y a une séparation entre celui qui demande de payer et celui qui paye. Oui. C'est un vieux principe. Et donc, les deux documents qui doivent suivre le patrimoine doivent correspondre. Bon. Parfois, il y a des problèmes de correspondance. Oui, il y en a assez. Et parfois, il y a des problèmes de correspondance assez importants. Et pas simplement des petits montants. Vous avez d'autres choses, par exemple, lorsque vous avez un risque. Une collectivité, pour X raison, a un procès. Quelqu'un lui fait un procès, donc lui demande de payer quelque chose. Oui. La collectivité doit faire une provision, au cas où. C'est assez peu souvent fait. Et pour quelle raison ? Parce que les provisions sont budgétaires, et donc ça veut dire que si vous les faites, ça veut dire que vous mettez de l'argent de côté, et ça veut dire qu'une partie de l'argent qui est faite pour cette provision, elle est pas mise en face d'une dépense. Donc c'est un arbitrage qui fait que on pilote le provisionnement parce que les recettes ou les charges sont trop importantes et les recettes pas assez. Et ça, c'est une situation que vous retrouvez assez régulièrement sur toute la zone anti-Guyane et peu importe les collectivités. Exactement. Mais c'est aussi une situation qu'on retrouve dans l'Hexagone. La question du provisionnement est une vraie question. Dernière question, Pierre Grimaud, j'aimerais vous faire réagir à cette phrase sur laquelle je suis tombé d'un chercheur, je le cite, notons que dans le secteur privé, les faux bilans ou les comptes insincères sont sanctionnés par des peines de prison ou des amendes, quelles que soient les raisons de ces irrégularités, malveillances comme incompétence. Dans les collectivités, les responsables exécutifs comme administratifs de telles situations ne sont pas inquiétés. C'est le choix du législateur de faire en sorte qu'il existe un certain nombre d'incriminations qui sont justiciables de la chambre des contentieux de la Cour des comptes. D'accord. Donc qui existe depuis 2023. Et c'est le choix du législateur de dire que l'élu ou le ministre n'est pas justiciable de cette chambre, sauf certaines exceptions.
Ça, c'est au législateur de voir si un jour il faudra le changer ou non. Exactement. C'est pas à la Chambre régionale des comptes, c'est au législateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Pierre Grimaud. Je le rappelle, donc président de la Chambre régionale et territoriale des comptes des Antilles et de la Guyane. Je le rappelle à nos auditeurs et nos auditrices, évidemment, si vous avez envie d'aller jeter un œil sur les comptes de vos collectivités, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de la Chambre. Merci encore. Merci. Très bonne journée, à bientôt.